Si on pose la question autour de soi, juste pour savoir quelle est la profession la plus détestée au monde, les réponses varient assez peu en fait. Ouais, on retrouve toujours les mêmes. Exactement. Les percepteurs d'impôts ont toujours une place de choix, les responsables politiques aussi, bien évidemment, mais il y a une réponse qui revient avec une force de frappe assez inégalée. Les banquiers. Les banquiers. C'est une méfiance, pour ne pas dire une haine viscérale, qui s'est profondément ancrée dans la culture populaire. Et ça, depuis des siècles. Il suffit de regarder les grandes œuvres littéraires ou même le cinéma. Tout à fait. C'est fascinant de voir à quel point l'image est tenace. Mais oui, Shakespeare nous a offert de détestables Shylock prêts à prélever une livre de chair sur son débiteur. Et la culture moderne, mais elle n'est pas en reste. On a l'impitoyable Banque de fer qui fait trembler les rois dans Game of Thrones, ou même, dans un registre un peu plus doux, le très triste Mr. Banks dans Mary Poppins. Ah oui, l'homme tellement déconnecté de la vie. C'est ça. Le père de famille qui préfère voir les maigres pièces de son jeune fils bloquées sur un compte d'épargne plutôt que, je cite, gaspiller pour nourrir les oiseaux. C'est l'archétype même de l'homme froid. Et c'est justement ce qui nous amène à notre exploration d'aujourd'hui. C'est une plongée au cœur d'un ouvrage vraiment fascinant qui propose un voyage historique, narratif et, on va le voir, profondément humain à travers 5 siècles d'histoire financière. Et il faut préciser que l'idée ici n'est pas du tout de faire un cours de mathématiques aride. Ah non, surtout pas. Le but, c'est bien de comprendre les profils, la psychologie de ceux qui ont véritablement façonné notre civilisation, les fameux seigneurs de l'argent. Absolument. C'est une exploration taillée sur mesure pour quiconque s'intéresse à l'économie, à l'histoire ou qui souhaite tout simplement déchiffrer les rouages du monde actuel, sans se perdre dans un jargon technique étouffant. La vraie problématique qui est soulevée par cette recherche, elle s'appuie d'ailleurs sur une réflexion assez vertigineuse de l'économiste John Maynard Keynes. Laquelle? Eh bien, la question est de savoir s'il existe réellement un complot mondial des banquiers, une sorte de main invisible qui tirait les ficelles dans l'ombre, ou si, en réalité, ces acteurs financiers cèdent simplement, de génération en génération, à des pulsions suicidaires et à un aveuglement systémique face aux risques. C'est une excellente question. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Faire voler en éclats la caricature classique du banquier bedonnant avec son cigare, quoi. Exactement. Parce que l'histoire de la finance, c'est tout sauf une suite d'équations froides sur un tableau noir. C'est une matière vivante, faite de chair, de sang, d'ambitions totalement démesurées. Et de destin incroyable. Alors, si on remonte le temps, disons jusqu'à la Renaissance italienne, on tombe sur les pionniers de ce système, ceux qu'on appelle les argentiers. Et là, on a une figure absolument incontournable, comme de Médicis. Le grand com. Voilà. Et on pourrait s'attendre, pour l'homme le plus puissant de Florence, à un prince flamboyant, déambulant avec une couronne et une armée de gardes du corps. Mais en fait, comme il arborait une apparence presque modeste. Digne d'un petit bourgeois de l'époque. C'est fou, hein? Il marchait seul dans les rues. Mais sous cette allure un peu inoffensive se cachait un cerveau politique redoutable. Il avait compris bien avant les autres que l'argent liquide pouvait tout simplement acheter le pouvoir politique absolu. Ce qui n'était pas sans danger. Ah, ça non. En 1433, ses ennemis politiques, complètement terrorisés par son influence, décident de frapper un grand coup. Ils le font arrêter et ils l'enferment tout au sommet de la tour du Palazzo Vecchio avec une condamnation à mort qui plane au-dessus de sa tête. Et là, l'angoisse de Com, dans cette prison, est telle, il faut s'imaginer la scène, qu'il refuse de toucher à la moindre assiette de nourriture qu'on lui apporte. Il a peur qu'on l'empoisonne. Absolument. Il est intimement persuadé que ses rivaux vont chercher à le tuer avant même son exécution officielle. La paranoïa est totale. Mais, et c'est là le point crucial, son pragmatisme financier ne l'abandonne jamais. C'est ça qui est génial. Sentant l'étau se resserrer, il utilise sa seule vraie arme, sa liquidité. Depuis sa cellule, il parvient à graisser la patte de son geôlier. Un pot de vin d'une ampleur, ma foi, inédite. Oui, il fait passer de l'argent depuis sa prison, hein. Et cette corruption hyper ciblée lui permet de faire transformer sa peine de mort en un simple bannissement. Ce qui change tout. 1 an plus tard, grâce à ses réseaux qui étaient restés intacts, il orchestre son retour et rentre à Florence en triomphateur absolu. Il balaye ses ennemis. Et cette anecdote, elle illustre parfaitement comment la banque, qui était à la base un simple outil de commerce, s'est transformée en un formidable tremplin vers le pouvoir souverain. Ils ont financé la Renaissance, en fait. C'est le mot. Les Médicis n'ont pas seulement prêté de l'argent. Com a injecté des fortunes colossales pour bâtir des bibliothèques, commander des œuvres d'art. C'était pas juste par amour de l'art, n'est-ce pas? Pas du tout.
C'était une campagne de communication politique extrêmement sophistiquée. Le but était de légitimer son autorité sans avoir besoin d'un titre royal officiel. Mais bon, un empire comme ça demande de la rigueur pour durer. Et c'est là que le bas blesse. Si on regarde son petit-fils, Laurent le Magnifique, Très connu pour les arts. oui, il est passé à la postérité comme un protecteur exceptionnel, finançant Michel-Ange, Botticelli. Mais l'histoire retient beaucoup moins qu'il fut un banquier particulièrement médiocre. Hmm. Sous sa supervision, l'empire financier familial a commencé à s'effriter. Il a accordé des prêts totalement imprudents à des souverains insolvables. Mauvaise idée. Et un contrôle désastreux de ses propres succursales. En fait, la machine qu'avait créée la dynastie a fini par la menacer de l'intérieur. C'est un motif qu'on retrouve tout le temps, cette ascension fulgurante, suivie d'une chute brutale. D'ailleurs, si on se déplace en France au XVe siècle, on découvre un autre parcours vraiment romanesque, celui de Jacques Coeur. Ah, Jacques Coeur, le grand argentier de Charles VII. Et exactement, le premier grand capitaliste d'État, comme on l'appelle. Ce type était un visionnaire. Il a mis sur pied ce qu'on appellerait aujourd'hui une multinationale. Il faisait construire ses propres galères, il établissait des comptoirs partout. Du Levant jusqu'à la mer du Nord. Voilà, il ramenait des épices, des soieries précieuses, une part immense de la richesse du royaume passait par lui. Et pour marquer le coup, il s'est fait construire un palais d'une modernité folle à Bourges, avec cette fameuse devise « À vaillant cœur, rien d'impossible Sauf que son erreur fatale a été double. ». Trop d'arrogance. Déjà, prêter des sommes colossales au roi pour financer la fin de la guerre de 100 ans. Et ensuite, étaler une opulence qui a fini par profondément exaspérer l'aristocratie de la cour. Forcément, ça crée des jalousies. Et le pire, c'est que ces débiteurs, qui étaient justement les nobles les plus influents, ont trouvé un moyen imparable d'effacer leurs dettes. Se débarrasser du créancier. C'est la solution la plus simple à l'époque. La machination politique a été d'une violence inouïe. Il a été formellement accusé d'avoir empoisonné Agnès Sorel. La favorite du roi. Sans aucune preuve, j'imagine. Une rumeur totalement infondée. Mais le prétexte suffisait. Il a été emprisonné, torturé, il a dû faire amende honorable publiquement, et finalement, on l'a dépouillé de la totalité de son immense patrimoine. Patrimoine qui a été bien sûr joyeusement réparti entre ses accusateurs. Évidemment. Le comble du tragique dans cette histoire, c'est qu'il arrive à s'évader de façon rocambolesque, il trouve asile chez le pape et il meurt de maladie pendant une croisade. Il n'aura jamais pu habiter dans ce magnifique palais de Bourges. C'est l'illustration historique parfaite du danger qu'il y a à prêter aux puissants. Un danger qu'un autre titan de la finance, l'allemand Jacob Fugger, avait pour le coup parfaitement identifié un siècle plus tard. Fugger, c'est un profil incroyable. On dit que c'est l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité si on ajuste l'inflation. Et on parle de l'équivalent de 400 milliards d'euros modernes. C'est délirant, ça. Ça écrase complètement les patrimoines combinés de nos géants de la technologie d'aujourd'hui. Et sa méthode pour survivre, là où Jacques Coeur avait échoué, ça reposait sur un truc très simple. La garantie tangible. C'est une innovation contractuelle majeure. Concrètement, Fugger continuait de prêter des fortunes aux princes pour financer leur guerre. Mais il avait compris que la parole d'un souverain, ça ne valait strictement rien. Surtout quand on réclame son argent. Voilà. Donc, en échange de ces prêts, il exigeait la concession exclusive de l'exploitation des mines d'argent, de cuivre ou de mercure qui appartenaient à ces rois. Il prenait les ressources à la source. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'intégration verticale. Et impitoyable par-dessus le marché. Au lieu d'attendre un remboursement hypothétique, il prenait le contrôle de la chaîne de production. Si le prince faisait défaut, la maison Fugger devenait directement propriétaire de la richesse européenne. Et ça lui donnait un pouvoir et une arrogance sidérants. Il y a une lettre, conservée dans les archives, qui laisse vraiment sans voix. Fugger écrit à l'empereur Charles Quint, le souverain le plus puissant du monde occidental à l'époque. Et que lui dit-il ? Il lui réclame son argent noir sur blanc, sans aucun tact. Il lui rappelle qu'il a littéralement acheté l'élection impériale en arrosant les princes avec des chariots d'or. Il lui dit, en gros, « Sans notre aide, vous ne seriez jamais sur le trône, payez-moi immédiatement. » Faire du chantage politique au maître de l'Europe, c'est une audace difficile à concevoir. Complètement. Et d'ailleurs, l'influence de Fugger va provoquer une onde de choc qui va fracturer la civilisation occidentale. La banque Fugger était chargée par le pape de gérer les fonds colossaux récoltés lors de la vente des indulgences. Ce fameux système où les fidèles achetaient le pardon de leurs péchés en argent comptant. Exactement. Et le cynisme absolu de cette commercialisation du salut divin gérée par les comptoirs d'un banquier privé, ça a profondément scandalisé un certain moine allemand. Martin Luther ?
C'est précisément pour dénoncer cette mécanique financière corrompue que Luther a rédigé ses 95 thèses. C'est l'étincelle de la réforme protestante. C'est incroyable de se dire que le schisme d'une religion mondiale vient à la base de la comptabilité d'une banque. Les répercussions sont incalculables. Et c'est bien parce que la finance a ce pouvoir de toucher la vie de millions de personnes qu'elle a toujours généré des mythes, souvent très sombres. On aborde là une autre dimension de cette histoire, les légendes noires. Le cas de Joseph Suss Oppenheimer au XVIIIe siècle est terrifiant. C'est une histoire qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence, car elle montre comment la finance devient une arme idéologique. Oppenheimer occupait la fonction de juif de cour pour le duc de Wurtemberg. C'était un conseiller financier essentiel pour moderniser l'économie. Mais le duc meurt subitement. Et Oppenheimer se retrouve sans aucune protection. L'aristocratie locale, qu'il avait pas mal bousculée avec ses réformes fiscales, le fait arrêter sur le champ. Procès expéditif, inique, et il finit pendu dans une cage de fer. Une fin tragique. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Le pire, c'est ce qu'on en a fait 200 ans plus tard. La propagande nazie. Voilà. En 1940, la machine de Goebbels s'empare de ce personnage pour en faire un film à gros budget, Le Juif Suss. Ils réécrivent l'histoire pour le dépeindre comme un monstre machiavélique. Le film a servi à justifier les pires horreurs. Ça montre à quel point on peut déformer la figure du financier pour en faire un bouc émissaire ultime. Dynastie devient le symbole de la haute banque, les Rothschild. James de Rothschild, surtout. À Paris, oui, il incarne cette toute-puissance nouvelle. Son influence atteint un sommet lors d'une scène, franchement, d'une arrogance magnifique. On est en 1862, le baron accueille Napoléon III dans son château de Ferrières, un truc d'un faste délirant. Grand comme une ville. Exactement. Et le but de la visite, c'est de montrer à l'empereur et au monde entier qu'il a écrasé ses concurrents, les frères Pereire. Et pour immortaliser ça, il demande à Napoléon III de planter lui-même un cèdre dans son parc. Utiliser le chef de l'État comme jardinier d'un jour pour humilier ses rivaux, c'est la démonstration de force absolue. Et de l'autre côté de l'Atlantique, cette domination individuelle sur les institutions, elle trouve son paroxysme avec JP Morgan. Ah, le Napoléon de Wall Street. Lui, il fusionnait les industries à la hache. Et en 1907, son autorité va littéralement remplacer un État américain défaillant. La crise de 1907, c'est un moment charnière. Wall Street panique, les banques font faillite, le système est au bord du gouffre. Morgan, qui a plus de 70 ans, convoque les 50 plus grands banquiers de New York dans sa bibliothèque privée. Une scène digne d'un film. Morgan se dirige vers la lourde porte en chêne, il tourne la clé dans la serrure, il la retire et il la met dans sa poche. Il les prend en otage. Purement et simplement. Il leur annonce que personne ne sortira tant qu'ils n'auront pas constitué un fonds de sauvetage avec leur propre argent. Il part jouer au solitaire pendant la nuit et au petit matin, les banquiers épuisés capitulent et signent. Ce coup de force révèle une anomalie énorme. À l'époque, les États-Unis n'avaient pas de banque centrale. C'est l'autorité d'un seul homme qui a sauvé la première puissance mondiale. Ça va d'ailleurs forcer la création de la Réserve fédérale peu après. Par la suite, ce monde bancaire, qui était très élitiste, va connaître une mutation. C'est l'ère des francs-tireurs, ceux qui ont voulu démocratiser l'argent. Et ça commence en France avec Henri Germain, le fondateur du Crédit Lyonnais. L'idée paraît banale aujourd'hui, mais c'était une révolution. Ouvrir la banque à monsieur et madame tout le monde. C'est ça, la banque de dépôt. Il se dit que l'épargne d'une multitude de petits clients finira par surpasser les fortunes des rois. Mais il faut un filet de sécurité. Et c'est là qu'il invente la fameuse doctrine Germain. Très important, il faut comprendre la mécanique. Si la banque utilise l'argent liquide de l'artisan du coin pour investir sur 10 ans dans une usine lointaine, L'argent est bloqué. et si le client veut retirer son argent le lendemain, les caisses sont vides. C'est la panique bancaire classique. Donc la doctrine, c'est quoi? Elle interdit formellement d'utiliser les dépôts à vue, ceux des clients, pour financer des investissements industriels à long terme. Ces derniers doivent être financés par les capitaux propres de la banque. Ça a stabilisé tout le système. Et cette volonté de démocratisation, elle va encore plus loin dans les années 70, au Bangladesh, avec Mohamed Yunus. Avec le microcrédit. Voilà, la Grameen Bank. Il prend le contre-pied des théories classiques. Il prête des sommes infimes, 30 $, aux plus démunis, surtout des femmes dans les villages, pour lancer des petits artisanats. Les banquiers traditionnels le prenaient pour un fou. Le dogme, c'était de prêter à ceux qui ont des garanties matérielles, des terres. Sauf que Yunus a inventé une autre garantie, la caution solidaire. Pour emprunter, on se regroupe par 5. Si une personne ne rembourse pas, tout le groupe perd le droit d'emprunter.
La pression sociale. La pression du voisinage, la solidarité. Et les taux de remboursement frôlaient les 97%. Il a prouvé qu'on pouvait créer de la confiance autrement. Mais attention, ce serait naïf de croire que c'est une marche linéaire vers le progrès. Le récit nous montre aussi la face très sombre de l'innovation. Quand la finance se déconnecte de la réalité, on voit arriver les incendiaires. Et la direction, la France du début du XVIIIe siècle avec John Law, cet Écossais qui a rendu le pays fou avec le billet de banque et la Compagnie des Indes. L'engouement rue Quincampoix était tel que des gens louaient le dos de passants bossus pour s'en servir de pupitre et signer des contrats dans la rue. La folie absolue. La mécanique de l'eau, c'était la création monétaire débridée. Il imprimait des billets pour soutenir le cours des actions. C'est la bulle spéculative classique. Dès que les gens ont voulu récupérer de l'or véritable, le système s'est effondré. Ruinant tout le monde au passage. Et cette ivresse, on la retrouve dans les années 1920 avec Marthe Hanoux, à une époque où la bourse de Paris était interdite aux femmes. Et elle a contourné ça comment? Avec une audace dingue. Elle mettait un trench coat, se gominait les cheveux, se collait une fausse barbe pour se faufiler incognito parmi les agents de change. C'est incroyable. Et elle a bâti un empire de presse financière, sauf qu'elle recommandait l'achat d'actions de sociétés écrans qu'elle gérait secrètement. Une énorme pyramide de Ponzi qui a fini par s'écrouler, évidemment. Plus récemment, les outils de destruction sont devenus purement mathématiques. Dans les années 80, Michael Milken et ses fameuses obligations pourries, les junk bonds. On en entend souvent parler, mais c'est quoi exactement? On émet une dette avec un risque de non-remboursement énorme. En échange, on promet un taux d'intérêt colossal. Cet argent servait à lancer des OPA hostiles pour racheter de grandes entreprises. Pour les développer? Non, pour les dépecer, licencier, revendre les morceaux et empocher la plus-value. C'est la déconnexion totale entre le produit financier et l'économie réelle. Et ça nous a amené tout droit au crash de 2008, la crise des subprimes. Où l'on emballait des crédits immobiliers toxiques dans des beaux paquets notés AAA. Et quand l'immobilier a chuté, Lehman Brothers et le monde entier ont vacillé. Et c'est justement de ces cendres qu'est née la dernière grande révolution. 2008, la défiance envers les banques est totale. Et sur Internet, un document de 9 pages apparaît, signé par un mystérieux Satoshi Nakamoto, le Bitcoin. L'idée géniale, c'est la technologie derrière, la blockchain. Comment échanger de la valeur sans faire confiance ni aux banques, ni aux États. Par la décentralisation. C'est comme un grand livre de comptes public, façon Wikipédia. Chaque transaction est validée non pas par un directeur de banque, mais par des milliers d'ordinateurs dans le monde. La confiance repose sur la foule et les mathématiques. Et le fait qu'on ne sache toujours pas à ce jour qui est vraiment Nakamoto, ça nourrit le mythe. Ça prouve que le mystère reste un moteur puissant dans la finance. Alors pour quiconque se demande ce qu'il faut retenir de tout ça, l'enseignement principal, c'est que l'économie mondiale n'est pas abstraite. C'est de la psychologie humaine pure et dure. La peur, l'ambition, la survie. C'est une grille de lecture très efficace pour aujourd'hui. Quand on regarde l'emballement sur l'intelligence artificielle ou les crypto-monnaies, on voit bien que les biais cognitifs humains, l'instinct grégaire, restent les mêmes qu'à l'époque de John Law. Les décors changent, mais la pièce de théâtre se répète. Et c'est tout l'esprit de l'ouvrage qu'on a exploré. Derrière chaque grand mouvement, il y a un être humain. D'ailleurs, pour conclure, ça ouvre une réflexion fascinante pour l'avenir. En effet, si la menace pour les banques traditionnelles ne vient plus seulement des cryptos, mais des géants de la tech, les fameux GAFA. Imaginons une seconde. Si une entreprise qui possède déjà l'attention de 2 milliards de personnes crée sa propre monnaie mondiale, sans contrôle des États, sommes-nous face aux nouveaux Médicis qui vont financer notre ère numérique? Ou face aux plus grands incendiaires de l'histoire, prêts à déclencher le crash ultime? C'est toute la question que cette exploration historique nous laisse. De quoi stimuler l'esprit critique de quiconque s'intéresse à notre futur?